عادي الكلمة الرفيق هشام عبد الصمد. جيم بيان الرفيق. قبل ما نحكي على الكتاب هذايا هو في الواقع خاطر الاشكاليه اللي تقع دائما كيف كتاب مازال كي خرج ونعملوا عليه نقاش، فهمتني؟ ديما فما مالدون ما تنجمش تناقش على كتاب ما تقراش، صعيب، فهمتني؟ قلنا احنا بمناسبه صدور المؤلفين هذوما نعملوا معناها حوار نقاش على ما يثير صدورهم، واللي هو معناها سي دو بوكان كوم ايفينمون يأشروا الحاجه اسمها وجود فضاءات جديده لإنتاج الفكر الجامعي ولإشعاع النقاشات اللي تقع في المدارج عادة، فهمتني؟ دونك باش نحاول نعطيه لكم أنا مداخلة أولية لتقديم نقاشنا هي شو اسمه منها سماها فتحي لا سوسيولوجي اليكول بويسونيير، معناها الفكر ولا البحث الاجتماعي خارج ولا في علاقه بالمدارج لكن خارجها كي ديبورد لي زونفيتياتر دي فاكولتي. هذه اللي باش نحاول نتكلم بالفرنسويه، اعذروني شويه، رغم اللي انا باش نرجع من بعد لمساله اللغه جوستومون خاطر je vais parler en français pour dire qu'il y a un problème d'expression, on y viendra vers la fin. Donc aujourd'hui on vit une situation pour le moins la qualificative qui la caractérise, c'est la morosité. On ne peut pas dire qu'on passe par une période d'euphorie révolutionnaire. Blax, on est dans une période de basse eau, de mélancolie, j'allais dire. On profite justement de cette période de régression, à mon avis, à tout point de vue, politiquement, culturellement. Il y a une ambiance sociale qui met très mal à l'aise. Mais là, j'ai la voix qui porte, c'est pas un problème. Mais justement, en pleine période de morosité, on aimerait braquer le regard et la vision sur là où ça bouge, là où ça promet, là où il y a de la réflexion, où il y a de la démocratie, parce que quoi qu'on dise, il y a une flamme qui ne va pas s'éteindre, je ne le crois pas. Surtout مع فتحي على un travail qui paraîtra d'ici la fin de l'année, une révolution est passée par là. On a pris 3 sites, 3 exemples. Un exemple économique et social, un exemple écologique et un exemple culturel. 3 sites, 3 moments, 3 figures, pour dire que quoi qu'il se passe, il y a quelque chose qui est arrivé et qui ne s'effacera pas. اللي هما جمنا في قبلي comme une expérience sociale jusque-là inédite et qui résiste, qui tient bon malgré les aléas. اللي هما القصرين جبل سمامة بالذات, là où il y a un centre culturel assez incroyable qui est dirigé et animé avec un talent fou par un type qui s'appelle Adnan El-Helali, qui mérite le détour. Et puis, il y a un petit village perdu dans le nord-ouest, qui a mené une résistance incroyable pour l'accès à l'eau. Toute une population, village Kamel, pour se bagarrer, combattre une carrière qui a pollué l'eau dans un village qui n'a toujours pas l'eau courante. Elle est polluée. Donc ces lieux de résistance étaient inimaginables avant. Aujourd'hui, ces lieux-là, je ne crois pas qu'ils sont prêts de laisser tomber. Je crois qu'il y a quelque chose qui est arrivé et qui est irréversible. Donc, on va aujourd'hui, au-delà de ces lieux sociaux, on va essayer de voir des espaces nouveaux de réflexion. Donc, le titre de cette intervention, c'était بين المدرج والشارع, l'école buissonnière. Je vais parler plutôt de cette école buissonnière parce que je ne suis vraiment pas qualifié vraiment de parler de la recherche en sciences sociales à l'université elle-même, n'étant pas moi-même, du moins pas pour le moment, universitaire. Même si je vais citer un peu mon compère dans ce bouquin-là, et qui s'appelle Ahmed El-Melliti, qui a mené une réflexion très intéressante sur ce qui se trame
au niveau des sciences humaines à l'université. Moi, je vais essayer de voir les débordements, de voir ailleurs, en dehors de l'université. Je vais vous donner quelques exemples. Je reprendrai aussi un peu l'exemple de Legal Agenda, l'exemple du FTDES, le Forum social, le Forum tunisien, les droits économiques et sociaux, l'exemple du NHS, forcément, et l'exemple peut-être de Alerte International. Non, mais ça, si je devais parler de tous les espaces, on en a jusqu'à demain, mais je veux dire ceux que je connais un peu le mieux, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ces espaces comme des lieux nouveaux. Il y a eu un boom après 2011 de la recherche, avec des effets pervers, on va y venir. Un boom de la recherche, une nouvelle génération de chercheurs, de nouveaux venus, de nouvelles habitudes, parce que le terrain, la recherche de terrain, était devenue possible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant 2011, la science humaine en général, les sciences, ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales en Tunisie, étaient, pas uniquement, il y a des travaux de terrain et beaucoup, pas mal, hein, mais l'essentiel du travail de sociologie ou d'anthropologie était spéculatif. C'était des enseignements assez théoriques, avec quelques incursions dans le terrain assez rares. Après 2011, le constat premier, c'est cette ruée vraiment incroyable sur les travaux du terrain. D'ailleurs, ça a commencé par la venue de chercheurs, tunisiens pour la plupart, mais pas uniquement, venus d'outre-Méditerranée, qui sont venus ici et qui ont vraiment animé des recherches, parfois jusqu'à l'exagération. Hein. C'est à un moment... moi, je m'amuse toujours, je me souviens de beaucoup de jeunes qui étaient venus là, après l'enthousiasme suscité par la Révolution, et tout le monde a son terrain. Ah, j'ai un terrain à Gastrine, j'ai un terrain à Gbelli, j'ai un terrain à... Il y avait quelque chose d'assez, à la fois enthousiasmant et presque risible en même temps, parce qu'il y avait un fétichisme assez, par certains côtés, assez, pas inquiétant, c'est pas le mot, mais assez intriguant. Parce que le problème, le risque qu'il y avait, c'est que le terrain devenait une sorte de radicalité abankante. On va vers le peuple, nous connaissons mieux que personne ce peuple-là, et nous avons une vérité à dire qui est à la limite forcément radicale, forcément... Et ça a renforcé, à mon sens, à moi, un certain populisme savant qui a préfiguré peut-être le populisme tout court, et qui est le moment qui s'épanouit aujourd'hui dans notre pays. Et ça, c'est un effet pervers, mais c'est vraiment secondaire par rapport au constat premier, c'est qu'il y a un monde pour la recherche qui s'est ouvert, et c'était tant mieux. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, plus généralement, c'est l'inscription, c'est le rôle joué par le mouvement associatif. Il y avait des associations nouvelles qui se sont créées, et ce mouvement associatif, au début, effectivement, il était emporté par cette vérité facile. Le peuple, il faut réaliser la révolution par un savoir immédiat, très vite, ça va se faire. Et puis tout à coup, si vous voulez, le curseur s'est un peu recentré, c'est un peu calmé, et il y a eu ce qu'on a appelé une sorte d'articulation entre le monde universitaire et le monde associatif. Avant, il y avait, je crois, dans les associations, une sorte de mépris peut-être pour les universitaires, et une sorte de valorisation de la figure du militant, qui a la science infuse. Le militant est ce qu'il est, c'est tant mieux, c'est essentiel pour la démocratie, mais à lui tout seul, il peut produire de l'enthousiasme, il peut produire de la langue de bois, peut-être parfois, il peut produire, mais il ne peut pas remplacer le travail patient de la recherche. Il ne peut pas
remplacer les concepts nécessaires pour tout travail universitaire. Donc, ce qui s'est passé, ce à quoi on a assisté, je dois dire à partir de 2013, mais pas seulement, peut-être que ça a commencé en 2012, mais et qui, aujourd'hui, s'enracine comme une tradition dans nos associations, c'est cette convergence et cette articulation très féconde entre le travail des universitaires qui descendent sur le terrain et le travail des militants et des associations. Ça donne quoi? Je ne sais pas. On va prendre l'exemple le plus parlant, celui du Forum des droits tunisiens des droits économiques et sociaux, le fameux FTDES, qui est à mes yeux la Rolls-Royce des associations. Écoutez, il suffit d'aller sur le site et de cliquer sur le menu publication. Je peux vous assurer que vous ne trouverez pas ça sur le site du ministère des Affaires sociales, ni même à l'IGTT. La production intellectuelle et de travail, de terrain entre militants et universitaires, parce que les universitaires participent dans ce travail-là, elle est tout simplement faramineuse. C'est quelque chose d'assez... Même si on peut regretter que ce savoir-là n'est pas connu par tout le monde, même si on peut regretter que souvent des publications restent dans les rayonnages, mais en tout cas il y a une production, un savoir social qui est là à portée de n'importe qui, à portée de main, et qui a été favorisé par l'éclosion de ce monde associatif et par cette association primordiale, essentielle, qui s'appelle le FTDES. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le travail qui a été initié par Alerte Internationale. Pourquoi je tenais à parler de cette ONG, qui est une ONG qui vient d'ailleurs, de Suisse, je crois, je ne sais plus, d'Angleterre. Je dis n'importe quoi. Et qui a, je me souviens, la première enquête sur les salafistes a été financée par cette ONG, où ont participé d'éminents sociologues, sur Hayat Tadaman et Douarish. Ça n'était pas possible avant. Même l'État post-révolutionnaire, les différents gouvernements n'y ont pas pensé une seconde. Il a fallu que des associations qui ont pu avoir un financement fassent ce travail-là. Par la suite, il y a eu d'autres travaux sur des questions aussi brûlantes que la contrebande, le Djanoub, et sur les marges en général. Et il y a des publications d'une valeur scientifique indubitable qui ont été justement initiées par Alerte Internationale. Je prendrai l'exemple, je vais revenir sur Legal Agenda. Pourquoi? Parce que, à mon avis, Legal Agenda est significatif, peut-être dans tous ces espaces-là. C'est comment dire, un point de cristallisation et d'un effort jeune. Ce sur quoi a insisté Sid Ahmed, mais pas assez à mon goût. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette pépinière, c'est bien une pépinière, de jeunes philosophes, de jeunes politistes, de jeunes juristes, bien sûr, parce que c'est Legal Agenda, c'est la vocation initiale de cet espace-là, et de jeunes qui ne demandaient qu'à éclore des talents incroyables, de chroniqueurs, mais aussi de chercheurs de terrain, avec un bonheur d'écriture qui fait pâlir beaucoup peut-être de plumes universitaires ailleurs. Donc, et ça nous donne ce texte-là, c'est le troisième, sans compter ce qui s'écrit sur le site et les publications au jour le jour, quoi. Il y a des textes qui sont ramassés et qui constituent un savoir d'une importance énorme. Maintenant, allez, je vais prêcher pour ma chapelle, je vais parler de Nechez. Nechez qui était, à la différence, je dois dire, de Legal Agenda, au début, c'était une aventure de petits vieux, j'allais dire, même si maintenant on se diversifie, et il y a beaucoup de jeunes avec nous et tout ça, mais au début, c'était une aventure amicale, mais qui se démarquait de la vieille gauche, si vous voulez, et qui a dit, on va travailler sur cet espace-là, cet espace d'articulation entre les intellectuels issus du monde universitaire et ces intellectuels sauvages qu'on appelle les militants. C'était ça la vocation qu'on avait. Et ma foi, je ne vais pas dire qu'on a cassé la baraque, mais en tout cas, on y a pas mal réussi avec une trentaine de titres
et qui ne sont pas seulement des travaux spéculatifs, qui sont souvent des travaux de jeunes, mais aussi des travaux d'enquête. La première enquête sur le racisme en Tunisie, anti-noir, a été faite par notre association. Un travail qui a été fait aussi sur la région de Gbeli en général, sur la contrebande, mais pas, cette fois-ci pas côté libyen, mais côté algérien, la contrebande des petites mains. Et c'est des enquêtes qui ont été diligentées par des universitaires avec des résultats, ma foi, qui sont très parlants et qui, là encore, on a un savoir à portée de main qui ne demande qu'à être exploité. Donc pour moi, ces espaces-là constituent pas seulement un espace de recherche, mais une manière de faire revivre la démocratie dans le pays, de faire revivre un débat qui se fait entre intellectuels peut-être, mais qui est aussi partie prenante de ce débat qui nous manque tant aujourd'hui. Ça, c'est la première partie de mon petit laïus. Maintenant, il y a quelques problèmes que j'aimerais évoquer avec vous. Ce travail-là a un coût. Ça demande des financements. Il y a la question des financements de ce travail universitaire et associatif à la fois, et qui est, si vous voulez, marqué par une sorte de soupçon, toujours recommencé, sur les sources de financement. Qui vous finance? Autant le dire, allez, on va parler cash, on va parler clairement de cette question-là, parce qu'il y a une démagogie souverainiste aujourd'hui qui se développe et qui est, à mon avis, très malsaine pour la démocratie dans ce pays, et qui fait partie justement de tout ce mouvement régressif auquel on est en train d'assister. La question des financements. Toutes ces productions sont financées par des ONG étrangères. C'est un fait. Le nier serait stupide. Mais, moi j'avais tendance avant, quand on nous posait la question, une fois, je vais vous donner une anecdote, ça permet d'illustrer mieux mon propos, un éminent universitaire nous a interpellés, j'étais avec un copain du FT2S, lors du forum Enseniet qui a eu lieu il y a 2 ans, qui était un moment d'échange incroyable, à la Manouba. Il nous a dit, mais on sait ce que vous faites, vous les associations, vous après tout, vous bénéficiez de l'argent de l'étranger, et ça c'est pas bien, en gros, c'est ce que nous a dit. Bon, le bonhomme travaillait dans le Golfe. Donc, après sa retraite, il se faisait un argent fou, mais entendre ça, alors qu'il connaît les problématiques, il sait que la question ne peut pas être éludée en 2 mots comme ça. Or, ce reproche-là, il est diffus. On l'entend dans l'université, on l'entend de plus en plus sur les réseaux sociaux, et on l'entend en haut lieu, pour dire qu'est-ce que c'est que ces associations qui se font financer ailleurs. Moi, je vais vous dire, comment voulez-vous qu'une association, on dit toujours la démocratie a un coût, qu'une association survive s'il n'y a pas de financement? Comment voulez-vous qu'une association puisse entamer des travaux aussi importants que font Legal Agenda, ou que fait NHS, ou que fait le FT2S, s'il n'y a pas d'argent? Cet argent-là n'existe pas publiquement. L'État ne finance aucune association, à part les vieilles associations qui sont un peu des succursales ou des annexes du pouvoir. Je pense à l'UNFT, etc. Mais non seulement il ne peut pas, parce qu'il n'a pas d'argent, mais en plus, il n'y a pas de ligne budgétaire pour le monde associatif. Et il était bien content, parce que lui-même se fait financer parfois par les ONG, on l'oublie souvent. Pour vous donner un scoop, l'ITES, l'Institut tunisien d'études stratégiques, qui dépend de Carthage, est financé par des ONG allemandes. Mais on l'oublie souvent. Beaucoup d'enquêtes du ministère de la Jeunesse ou du ministère des Affaires sociales ou de l'UGTT sont financées par des ONG. Donc, le tabou des ONG, aujourd'hui, qui est utilisé comme un anathème contre les associations, c'est vraiment cousu de fil blanc, et c'est un procès mauvais. Je vais un peu plus loin. Moi, j'ai toujours tendance à dire, quand on nous parle de financement, je dis oui, on est obligé
de faire de la mendicité auprès des ONG. C'est une mendicité, oui, qu'est-ce que voulez-vous? Mais, si on est des mendiants, on est aussi orgueilleux. Vous savez, il y a un roman d'Albert Kosri que j'aime beaucoup, je vous conseille de le lire, qui s'appelle « Mendiant et orgueilleux ». Une manière de dire que le fait, c'est pas parce qu'on est obligé de chercher avec les dents, j'allais dire. Ça n'engage que lui, ce type de traduction. Ça n'engage que lui. En plus, c'est diffusé en direct sur le mantra. Donc, quand je dis mendiant et orgueilleux, c'est pour dire qu'il y a un état de fait. Ce que fait le gouvernement auprès du FMI, je n'ose même pas le qualifier. Mais je veux dire, cet état de fait, c'est que, sachant que la démocratie, la recherche a un coût, il faut aller chercher ce coût, mais une condition s'impose. Ça, c'est le deuxième volet, parce que la question n'est pas épuisée pour autant. C'est que c'est vrai que l'argent des ONG a créé des effets pervers. Aujourd'hui, on a un marché réel de l'expertise et de la recherche, extra-universitaire. Ce marché, il est ce qu'il est. Il y a effectivement des associations qui font de la charity business ou de human rights business ou qui font de l'expertise pas réelle, de la fausse expertise pour se faire financer. Cela existe et il faut le combattre. Mais le combattre comme les effets pervers, pas comme l'alpha et l'oméga de la vie associative. Donc je tenais à aborder cette question parce que parfois on a tendance à l'occulter, alors que moi je trouve parmi les acquis de la loi Ben Achour, je ne sais pas comment numéro combien, la loi sur les associations, hein, 88 sur les associations, et qu'on veut aujourd'hui modifier et peut-être même éliminer, et Rabbi Yusuf Galler, c'est qu'elle a permis le financement étranger, mais elle a mis des garde-fous. Personne ne sait, par exemple, que les associations comme la nôtre sont obligées de déclarer leur financement dans la presse. Il faut dire on a reçu tant. C'est une obligation légale. Il y a des associations qui ne le font pas et ils sont dans l'illégalité. Nous, quand il est chargé de faire ça, ça fait partie de son cahier de charge. C'est essentiel. Sans compter le contrôle des financeurs eux-mêmes, qui chipotent sur 1 dinar de factures non déclarées. Tout cela, un contrôle financier en amont comme en aval est absolument nécessaire et démocratiquement indispensable. De là à tirer d'un revers de main, écarter tout ce financement-là, moi je trouve que ce serait un mauvais coup pour la démocratie. Maintenant, il y a une question que je dois évoquer, c'est la langue. Je suis en train de parler en français parce que j'appartiens à une génération qui est ce qu'elle est. Et puis en plus, je ne vais pas m'en excuser parce que j'ai vécu longtemps à l'étranger. Et c'est le cas de beaucoup de gens de ma génération. Parce qu'on est une génération transitionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas vous faire la démagogie très simple, très facile. Le français, la fameuse phrase, c'est un butin de guerre. C'est facile, je pourrais le dire et on n'en parle plus. Maintenant, la question est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus importante. Dans les recherches sociologiques, principalement, dans le monde de la sociologie. D'ailleurs, Ahmed Milliti a écrit un texte fabuleux sur ça, qui est très intéressant. Il dit qu'il y a effectivement la question de l'identité s'est posée bien avant les révolutions. La révolution, l'indigénisation, c'est comme ça qu'on disait, des sciences sociales, l'autochtonie, la nécessité de renouer avec les sources identitaires du pays, tout ça, suppose aussi de changer de langue. D'autant que l'arabisation a bien avancé. Aujourd'hui, je trouve que l'enseignement des sciences humaines et sociales en Tunisie est largement arabisé. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on force l'arabisation, quitte à sacrifier un savoir francophone
plus secondairement anglophones, ou alors on laisse le temps faire ses effets et on accepte que ce travail se fasse progressivement. Le pire comment dire, des volontarismes, c'est le volontarisme éradicateur. Quand on dit, allez, cette langue-là est une langue coloniale par définition, donc il faut passer à la langue arabe, quitte à avoir une monnaie d'échange médiocre, quitte à avoir un savoir au rabais. Moi, je crois, l'un des effets bénéfiques du financement, ça c'est un paradoxe, d'un financement extérieur, c'est que la plupart des travaux des jeunes en matière de sociologie se font de plus en plus, pas uniquement, hein, de plus en plus en arabe. Et c'est bienvenu, et c'est financé par des ONG qui ne sont pas arabes. Et ça a de l'importance. Donc, je voulais globalement, pour résumer mon propos, parce que je n'ai pas envie d'accaparer la parole, dire qu'il faut faire attention à ces espaces-là où fleurit un savoir nouveau, et pour que ça reproduise de manière élargie, il faut qu'on se penche sur cette coproduction universitaire et associative d'un savoir social qui vaut la peine, qui vaut le détour, parce que s'agissant de la qualité, je ne suis pas sûr qu'on en reste. Maintenant, oui, voilà. Je vais finir sur ce bouquin-là, qui s'appelle Vulnérable, dont il y a une version en arabe qui est Mustad'afoun, que j'ai co-dirigé avec mon ami Ahmed Milliti. D'ailleurs, si vous voulez, cette co-direction, elle est, elle est parlante, parce que moi, à la limite, je suis l'associatif, et lui, c'est notre caution universitaire. Et je peux vous assurer que c'est une caution réelle, parce que c'est vraiment le sociologue de référence dans le pays, à mon avis, à mon modeste avis. Ce travail, on a voulu faire une approche neuve, je dis. On a demandé à 15 sociologues de faire un seul portrait, un portrait par sociologue, mais qui soit assez, leur choix était libre, c'est pour ça qu'il y a une ou deux redondances parfois, mais qui braque. L'objectif, c'est de faire un zoom ou lever un coin du voile sur un aspect, que le portrait soit susceptible de comparaison et de monter en généralité, si vous voulez. Quand on parle du harag, on sait qu'on va évoquer la question de la désaffiliation sociale dans le pays. Quand on parle des travailleurs ou d'une contrebandière femme, on sait qu'on va parler de la féminisation de la misère, quelque part, et de la contrebande, au passage. Donc, c'est comment évoquer un certain nombre de questions sans prétendre à l'exhaustivité. Il faut faire attention, parce qu'on ne le prétend pas du tout, mais on veut que ça fasse des émules, on veut qu'il y ait des études sur ça encore et encore, mais qui nous permettent de sortir des chemins habituels de la recherche universitaire. C'est pour ça qu'on a appelé sur mon petit laïus, ou cette rencontre, les chemins buissonniers de la connaissance sociale.